En novembre 1989, une petite communauté de l'État de Washington a été secouée par la disparition de Mandy Stavik, une adolescente de 18 ans pleine de vie. Partie pour son jogging habituel, elle n'est jamais rentrée chez elle. Quelques jours plus tard, son corps a été retrouvé dans une rivière. Pendant près de 30 ans, cette affaire est restée un mystère jusqu'à ce que deux mères de famille relancent l'enquête en discutant de leur mauvaise expérience avec un homme qui vivait à l'époque dans la région. Ce qui a permis enfin d'attraper le coupable. Hello, moi c'est Marion CTD et bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée aux affaires criminelles. Pour la vidéo du jour, on va replonger dans l'affaire de Mandy Stavik qui a failli être un cold case. Alors montez le volume et rendez-vous le jour de la découverte de son corps. Le 27 novembre 1989, le détective Ron Peterson et son équipe se sont rendus aux abords de la rivière Nooksack à la recherche d'une adolescente de 18 ans, Mandy Stavik, portée disparue. Le détective voit quelque chose de rose flotter et en s'approchant, il découvre une adolescente dénudée, donc le dos face au ciel, portant uniquement des chaussures de course. Ils l'ont sorti de l'eau, donc lui et son équipe, avec précaution due à une possibilité de trace ADN qui pouvait être laissée par un possible agresseur. Ça faisait pas très longtemps en fait qu'aux États-Unis, les enquêteurs avaient été formés à la récupération ADN. D'ailleurs, ils ont bien fait du coup d'y faire attention car lors de l'autopsie, ils ont en effet récupéré un ADN provenant d'une sécrétion d'un homme inconnu, donc sécrétion petit état, vous avez compris. Je sais pas si je peux dire ce mot-là ou si c'est censuré par YouTube, mais dans le doute. Le 4 décembre de la même année, un service commémoratif a été organisé au Mount Baker High, donc l'école où Mandy étudiait anciennement. Il y avait environ 1000 personnes qui s'étaient regroupées pour rendre hommage à Mandy. C'était l'entraîneur de basketball du lycée de Mandy, donc la victime, Jim Freeman, qui avait fait son éloge funèbre. Vous la voyez sourire directement dans votre âme, avec des yeux qui disent « J'aime la vie ». Elle était très proche de cet homme qui représentait une forme de figure paternelle, donc après le divorce de ses parents. Elle lui avait d'ailleurs écrit une carte pour lui témoigner son admiration, qu'il a lue avec émotion dans un documentaire qui parlait justement de cette affaire. Pour Monsieur Freeman, la seule personne qui m'a inspirée et influencée plus que quiconque. Merci, tu es le meilleur. Cordialement, Mandy Stavik, classe de 89, numéro 13. Pour que vous compreniez un petit peu qui était Mandy et comment elle était de son vivant, on va revenir un petit peu en arrière. Donc Amanda Teresa Stavik, surnommée Mandy, est née le 16 avril 1971 dans la ville d'Anchorage, en Alaska. C'était la benjamine d'une fratrie de 4 enfants, avec 2 frères, donc l'un nommé Lee et un autre nommé Brent. Donc malheureusement, il est décédé lors d'un accident de chasse. Il a pris une balle perdue et il avait seulement 17 ans. Il est décédé en 1975. Et elle a également une sœur qui s'appelle Molly. Leurs parents, Mary et Glenn Stavik, ont divorcé lorsque Mandy était encore jeune. Même si son prénom c'est Amanda, l'affaire est souvent présentée comme celle de Mandy, donc je vais continuer à dire Mandy, donc voilà. Après leur divorce, Mary est partie de Palmer en Alaska en emmenant ses enfants avec elle, donc ils sont installés à Acme dans le comté de Whatcom à Washington. J'allais dire, elle a quitté l'Alaska pour s'installer aux États-Unis, mais l'Alaska c'est un état des États-Unis. Mais bon, vous avez compris, en gros, ils ont déménagé loin. Mandy a terminé ses années de lycée au Mount Baker High et a été admise à l'université de Central Washington où elle faisait son premier semestre en 89. Elle était studieuse à l'école, elle avait de bonnes notes et elle était également sportive. Très sportive. Donc elle était joueuse de basketball dans l'équipe universitaire, elle faisait aussi du softball, elle était pom-pom girl, beaucoup de courses, de marche à pied, etc. Elle jouait aussi des instruments, donc clarinette, flûte, saxophone. Elle était en couple depuis 3 ans avec un garçon nommé Rick Zander, même s'ils se sont séparés 2 ou 3 fois. D'ailleurs, Rick Zander disait que c'était une relation intermittente. Ses amis la décrivent comme quelqu'un de compatissante et dévouée avec un optimisme inébranlable. Elle aspirait d'ailleurs à devenir pilote commercial, mais tout a basculé le 24 novembre 1989.
Nous étions en période de Thanksgiving 1989. Mandy était rentrée de l'Université centrale de Washington pour rejoindre sa famille autour d'un grand repas. Puis le lendemain, donc le 24 novembre, elle est partie faire son jogging habituel en compagnie de Kira, son berger allemand. Mais à l'heure où elle était censée rentrer, elle n'est pas revenue au domicile. Sa mère, ne la voyant pas rentrer, s'est immédiatement inquiétée, surtout lorsque, environ 2 heures après son départ, son chien, donc Kira, est revenu à la maison, mais sans Mandy. Sa mère, Marie, a appelé en premier son petit ami Rick Zender, mais il n'avait aucune nouvelle d'elle. Ça a encore plus inquiété Marie parce que c'était vraiment pas dans les habitudes de sa fille. Normalement, elle rentrait directement après son jogging. La famille Stavik a tout de suite pensé qu'il lui était arrivé quelque chose de grave, donc ils ont commencé à la chercher partout, donc sur son chemin, mais aucune trace. Ils ont contacté directement la police, donc elle s'est rendue sur les lieux et a essayé de retracer le chemin qu'elle avait parcouru lorsqu'elle faisait son jogging. Il y a également des hélicoptères qui se sont déplacés et aussi tous les habitants de la ville qui sont partis à sa recherche. Vous savez, c'est les genres de petites villes où tout le monde se connaît et du coup, les habitants de cette petite ville se sentaient tous concernés par ce qui arrivait à la famille Stavik. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, mais les enquêteurs ont pensé que l'agresseur devait avoir repéré Mandy pendant qu'il était dans son véhicule, qu'il l'avait enlevée sous la menace d'une arme à feu, donc qu'il avait pointé l'arme sur elle et l'avait obligée de monter dans la voiture sous peine de lui tirer dessus. En fait, il y a un pisteur qui avait suivi les traces de Mandy, donc sur son chemin habituel, et en fait, les traces se sont arrêtées nettes. Et les siennes et celles du chien. C'est pour ça que du coup, ils ont pensé que sûrement devait y avoir un véhicule qui l'attendait et qui l'a happé et qui est parti. Et vu qu'il n'y avait pas de traces de lutte dans l'endroit où elle a disparu, les policiers ont pensé justement à une menace qui pourrait être donc celle d'une arme à feu par exemple. Ils ont aussi pensé que le chien avait dû recevoir un coup de pied pour l'écarter de Mandy, pour que l'agresseur puisse l'enlever sans se faire mordre par le chien. L'agresseur aurait ensuite emmené la jeune femme à environ 8 km de l'endroit de son enlèvement et l'aurait agressée intimement. Étant donné qu'elle avait des égratignures sur les bras et les jambes, ils ont supposé qu'elle avait essayé de s'enfuir en étant nue, donc potentiellement justement agressée intimement, parce que du coup quand elle est partie faire son jogging, elle avait un jogging qui arrivait jusqu'aux chevilles, et à cet endroit là en fait il y avait beaucoup de buissons, de ronces, parce qu'il y avait beaucoup de murs, donc ils ont pensé qu'elle a tenté de fuir, mais qu'ensuite l'agresseur l'aurait rattrapée. Ils ont ensuite pensé qu'il l'avait assommée, car la blessure qu'elle avait à la tête n'aurait pas suffi à la tuer, puis qu'il l'aurait jetée dans la rivière pour qu'elle se noie, car la cause du décès est la noyade. Ils n'ont pas su exactement ce qui s'était passé ce jour-là, donc tout ce que je viens de vous dire, c'est juste une hypothèse. L'ADN retrouvé dans le corps de Mandy, donc les sécrétions d'hommes, a été comparé avec l'ADN d'une trentaine d'hommes locaux, mais aucune correspondance. Ils ont interrogé aussi diverses personnes, dont son petit ami Rick Zender. Les petits amis sont souvent les premiers suspects, mais ça n'a rien donné non plus. Ils avaient également interrogé un homme du nom de John Wisniewski, qui avait dit à plusieurs personnes qu'il savait peut-être qui était le responsable de la mort de la jeune femme, mais ça n'a rien donné non plus. Même 20 ans plus tard, quand ils l'ont interrogé de nouveau, il continue à prétendre que non, il avait menti, il savait pas qui c'était, etc. Il y avait cependant un homme et sa famille qui n'avaient pas été interrogés, car sa famille ne pouvait pas être ces personnes-là, cette famille étant très aimée de la communauté. Donc les deux frères de cette famille n'avaient pas été invités à donner un échantillon d'ADN, ce qui était d'ailleurs une très grosse erreur, puisque l'un des deux hommes était justement le coupable. Il faudra attendre 3 décennies pour enfin l'attraper. En 2013, l'affaire a évolué soudainement grâce à 2 mères qui discutaient dans un parc aquatique. Donc en fait, elles ne se connaissaient pas vraiment. Toutes les deux, elles se sont rencontrées justement dans ce parc, car toutes les deux avaient emmené leurs enfants faire du toboggan. Pendant qu'elles les surveillent, elles ont commencé à discuter entre elles, et à un moment de la conversation, le nom de Mandy Stavik est venu. Il faut savoir que les 2 mamans qui discutaient de ce cold case, Heather Backstrom et Merrilee Anderson, avaient fréquenté le même établissement que Mandy, donc le Mount Baker High. Elles ont donc discuté un peu de l'affaire jusqu'à ce qu'elles en viennent à parler de leurs soupçons concernant l'homme qui aurait pu la tuer.
Donc elles se sont rendues compte qu'elles pointaient toutes les deux le même homme du doigt, un certain Timothy Forrest Bass, âgé de 3 ans de plus que Mandy, qui avait également fréquenté le Mount Baker Hyde et qui habitait à moins de 3 km du domicile de Mandy. Donc d'ailleurs la maison se trouvait sur le trajet de jogging de cette dernière. Donc c'était l'homme qui n'avait pas été, enfin l'un des deux hommes qui n'avait pas été invité à donner un échantillon d'ADN car sa famille étant bien aimée de la communauté, ça ne pouvait pas être eux. Aucune d'entre elles ne s'est rendue à la police pour parler de leurs soupçons contre cet homme au début. Mary Lee pensait à Tim comme pouvant être le meurtrier. Si je l'appelle Tim, c'est pas par familiarité, hein, c'est parce qu'il est connu dans cette affaire comme étant Tim Bass. Donc elle pensait que ça pouvait être le responsable de la mort de Mandy, car elle avait vécu de mauvaises expériences avec lui dans le passé, tout comme Heather justement, d'où le fait qu'elles l'ont pointé du doigt spécifiquement. Cette dernière a raconté que tout s'était passé lorsqu'elle avait 15 ans en 89, donc quelques mois avant le décès de Mandy, et que Tim à ce moment-là il en avait 20. Donc avec des amis en commun, ils sont montés dans un camion en direction du Dairy Queen, donc une chaîne de restauration rapide. Tim était assis à côté d'elle et il a commencé à la draguer, alors qu'elle était mineure, hein, pour rappel. Il lui disait par exemple « Oh, t'as de jolis yeux, etc. » Puis avec un stylo, il a commencé à le frotter le long de ses genoux. Mary Lee a ensuite raconté son expérience à elle, donc pour sa part, ça s'est passé en 91, donc 2 ans après le décès de Mandy. Elle était chez elle avec son jeune fils et à un moment ça a frappé à la porte. Vous l'avez compris, de l'autre côté de la porte, c'était Tim. Donc il lui a demandé s'il pouvait utiliser son téléphone fixe pour appeler sa femme, mais lors de cette tentative d'appel, elle a entendu les bip, 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 nous sommes désolés, blablabla. Donc ça signifie en gros que le téléphone est déconnecté. Donc à ce moment-là, elle a compris que quelque chose n'allait pas. Ensuite, l'homme, il lui a dit en fait qu'il passait devant sa maison et qu'il avait été toujours amoureux d'elle et qu'il voulait lui faire crac crac. Elle a refusé et elle lui a demandé de partir. Mais il a refusé. Donc c'est qu'en le menaçant du coup de contacter la police qu'il a fini par partir. Donc pour en revenir à la conversation qu'elles ont eue dans ce parc, c'est après qu'elles ont toutes les deux pointé Tim Bass du doigt comme étant potentiellement l'auteur du meurtre de Mandy, qu'elles ont enfin décidé de parler de leurs soupçons à un détective qui avait également fréquenté le Mount Baker Hyde. En fait, tout le monde a fréquenté cette école pour être plus précise, le détective Ken Gates. Dans sa jeunesse, Tim Bass était quelqu'un de solitaire, comme le décrit son frère cadet Tom Bass. D'ailleurs, Tom était un ami de Mandy. L'interaction sociale n'a jamais été naturelle pour lui. Les deux frères aimaient faire du sport ensemble. À l'adolescence, il y a eu un épisode qui lui a fait avoir un dégoût envers les femmes. Donc il avait une petite amie à cette époque quand il était au lycée, mais cette dernière avait rompu avec lui au téléphone. Il lui a alors dit qu'il allait mettre fin à ses jours. Et à ce moment-là, il avait un pistolet dans les mains et il a tiré en l'air. Et c'est depuis ce jour qu'il a arrêté d'avoir du respect pour les femmes. D'ailleurs, il y a sa belle-sœur Robin Bass, donc la femme de Tom, qui avait déclaré qu'il considérait les femmes comme étant inférieures à lui. Au cours des 25 années suivant le meurtre de Mandy Stavik, Timothy Bass a vécu une vie plutôt tranquille. Il s'était marié seulement 1 mois et demi après le meurtre de Mandy à une femme nommée Gina Malone qu'il avait rencontrée à l'école Mount Baker High. Comme je vous l'ai dit, tout le monde est allé dans cette école. Ils ont déménagé à Everson, dans l'état de Washington. Donc ensemble, ils ont eu 3 enfants, mais leur relation n'était pas toute rose. Tim a été décrit par Gina comme étant un mari contrôlant et émotionnellement violent. Il avait tendance à considérer sa femme comme sa bonne à tout faire. Il lui demandait constamment de faire ci, de faire ça, de lui apporter ci, de lui apporter ça. Et lors d'une interview, la question de pourquoi elle est restée avec lui malgré qu'elle ne se sente pas bien au sein de cette relation lui a été posée. Et elle a répondu qu'elle avait peur, mais qu'elle avait fini un jour par partir donc pendant 2 mois, qu'elle avait même demandé et obtenu une ordonnance restrictive, puis qu'elle avait entamé une procédure de divorce. Seulement, pour qu'elle revienne auprès de lui, il lui avait dit qu'il mentirait au juge et qu'il lui ferait enlever la garde de ses enfants. C'est pour justement ses enfants qu'elle est revenue auprès de lui. Tim travaillait comme livreur à bord de son camion et faisait des livraisons pour Frank's Bakery, une boulangerie. Pour appuyer d'ailleurs les propos qu'avait tenus sa belle-sœur, donc Robin Bass, sur le fait qu'il considérait les femmes comme inférieures,
Au lieu d'appeler sa patronne de la boulangerie par son prénom ou par madame, il l'appelait femme. La police a alors rendu visite à Tim Bass et l'a interrogé sur Mandy Stavik. Au premier abord, il a prétendu ne pas se souvenir d'elle, il était en mode Mandy, Mandy. Oh oui, c'est la fille qu'ils ont trouvée dans la rivière. Les policiers, ils ont tout de suite soupçonné, hein, car qui pouvait oublier Mandy, alors que cette affaire, elle avait retourné toute la ville, et en plus, elle a été très médiatisée, d'autant plus qu'ils avaient étudié déjà dans la même école, qu'ils habitaient dans la même ville. Ensuite, ils ont essayé de rattraper leurs erreurs passées et lui ont demandé un échantillon de salive pour obtenir son ADN. Mais il a répondu, eh bien, je ne veux pas donner mon ADN. J'ai regardé ces émissions policières, je vois combien de personnes sont en prison parce qu'elles ont donné leur ADN. Oui, justement, parce que leur ADN a prouvé que c'était eux les coupables. Donc les policiers ont opté pour une nouvelle stratégie. Donc dans un premier temps, ils l'ont fait suivre. Ils le suivaient toute la nuit sur son itinéraire de livraison qu'il faisait à la boulangerie. Pourquoi? Parce qu'ils espéraient qu'à un moment, Tim jetterait un objet qui pourrait contenir son ADN, donc comme une canette, un gobelet ou un mégot, hein, ou encore, et qu'il pourrait le récupérer et le comparer avec l'ADN retrouvé dans le corps de Mandy Stavik. Mais ça n'a pas eu grand succès, hein, d'autant plus que déjà qu'il ne fumait pas, qu'il faisait attention à ne rien jeter en public, et en plus, il portait des gants. Ils ont tenté une deuxième fois de lui demander de donner un échantillon de son ADN, mais il a encore refusé. Alors ils sont passés au plan B. Ils ont fait appel à une aide précieuse. Donc ils avaient contacté la boulangerie où Tim travaillait et ont pris contact avec sa patronne Kim Wagner. Donc celle que Tim appelait femme. En discutant avec eux, elle a vite compris pourquoi il faisait appel à elle. Donc elle leur a demandé si c'était de l'ADN de Tim qu'ils voulaient. Ils ont répondu que oui. Alors elle leur a dit qu'elle pouvait l'obtenir pour eux. Elle a donc collaboré avec eux et l'a surveillé à son tour pour voir s'il jetterait quelque chose dans la boulangerie qui pourrait contenir sa salive. Il a quand même fallu attendre 3 mois pour qu'elle le surprenne à jeter un gobelet en plastique, puis plus tard une canette. Elle a récupéré les ordures laissées par Tim. Elle a dans un premier temps mis dans son bureau en toute discrétion, puis plus tard elle l'a apporté à la police. Le laboratoire s'est alors occupé de faire les comparaisons ADN entre l'ADN retrouvé dans le corps de Mandy et le gobelet en plastique ainsi que la canette contenant la salive de Tim. Et là, il y a un match ADN. Ils ont donc rendu une nouvelle visite à Tim, à son travail. Donc ils lui ont pas dit tout de suite qu'ils avaient récupéré son ADN et que ça avait matché justement avec l'ADN retrouvé dans le corps de Mandy. Ils ont commencé par des questions comme eh bien, avez-vous eu une relation avec elle? Il a répondu que non, ça n'a jamais été le cas. Et c'est suite à cette réponse mensongère qu'ils ont confronté à l'évidence. Alors pourquoi votre ADN était-il en elle? Donc là, il a commencé à paniquer, surtout qu'il n'avait pas donné son accord pour qu'il prenne son ADN. Donc sa première question a porté sur la façon dont il l'avait obtenu. Surtout que, pour rappel, il faisait très attention pour que la police n'ait pas accès à son ADN, à son insu, en mettant des gants, en ne jetant rien en public, etc. Et aussi, il faisait semblant de ne pas comprendre de quoi il parlait par rapport au fait que son ADN s'était bizarrement retrouvé en elle. Essayez-vous de me faire admettre quelque chose que je n'ai pas fait? Est-ce ce que vous essayez de faire en ce moment? À ce moment-là, il a compris que ça ne convainquait personne, hein. D'autant plus qu'avec son ADN qui avait été retrouvé en elle, fallait jouer une nouvelle carte. Donc pour justifier le fait que son ADN se soit retrouvé en elle, il a dit « j'ai couché avec Mandy ». C'était plus une histoire d'amitié, on a juste parlé, puis c'est devenu plus physique et nous l'avons même pas beaucoup fait, hein. C'était plus des baisers et tout ça. Alors petit rappel, hein, la première fois qu'il s'était fait interroger sur Mandy, il avait prétendu ne pas s'en souvenir. Maintenant, il prétend avoir été des amoureux secrets. La police l'a pas cru, hein, déjà pour le fait qu'il n'avait refusé de donner son ADN, pour le fait qu'il faisait semblant, du coup, comme je dis, de pas s'en souvenir, que ensuite il a admis qu'ils avaient une relation ensemble, mais surtout qu'il ne connaissait rien d'elle. Il savait pas ce qu'elle faisait à l'école, il savait pas ce qu'elle voulait faire plus tard, en fait il connaissait absolument rien d'elle. Étrange pour des personnes qui ont plusieurs aventures ensemble. Puis aussi, il s'était jamais eu au téléphone, hein, elle et lui, et il s'était jamais envoyé de lettres, rien du tout. D'ailleurs, d'autres personnes s'étaient fait interroger aussi, et personne n'a jamais vu Tim et Mandy ensemble. Il avait aussi prétendu que seul son père était au courant de leur aventure. Bien évidemment, le papa était décédé il y a une dizaine d'années, donc ne pouvait pas confirmer ni infirmer. Le 12 décembre 2017, donc soit 28 ans après le décès de Mandy, la police l'a arrêté. Il avait à ce moment-là 50 ans.
Plus tard dans la journée, ils ont informé la bonne nouvelle, bonne nouvelle, à Mary Stavik, la mère de Mandy, et en plus c'était le jour de son anniversaire, donc c'était le meilleur cadeau qu'elle pouvait avoir. C'est un ancien procureur, Dave McIchran, désolé, je sais pas comment ça se prononce, qui était maintenant à la retraite quand Tim Bass a été arrêté, mais il a décidé de se remettre au travail dans cette affaire en insistant sur le fait qu'il ne voulait pas être payé. Il a pris cette affaire en fait personnellement, il connaissait la petite Mandy, il l'a décrite comme une si bonne enfant. Le procès de Timothy Bass a enfin ouvert, 28 ans après la découverte du corps. Il est accusé d'enlèvement, de VIOL et de meurtre. Le procureur McIchran a fait la déclaration d'ouverture. L'ADN de l'accusée était à l'intérieur d'elle et nous savons qu'elle a été kidnappée, qu'elle a été violée, puis qu'elle a été tuée. C'est l'avocat Stephen Jackson qui s'est occupé de la défense de Tim. Il a fait part de sa théorie sur le fait que Mandy et Tim avaient eu des relations intimes consensuelles quelques heures avant son décès, mais que le fait d'avoir eu des relations intimes avec elle n'était pas une preuve de VIOL, d'autant plus qu'il n'y a pas eu de signe de lutte. J'ai pas trouvé cette information-là, je sais pas si c'est possible. Il me dit peut-être qu'il l'a assommée, ensuite qu'il l'a VIO, voilà, et ensuite qu'il l'a jetée dans la rivière. Je sais pas si c'est possible de voir les choses comme ça. Je pense pour moi que c'est la plus plausible. Après, je me dis, vu qu'elle avait des égratignures sur les bras et les jambes, ça veut dire que du coup, elle s'était enfuie et qu'elle était déjà nue. Donc je sais pas vraiment dans quel ordre ça a pu se passer. Plusieurs témoins se sont regroupés à la barre, dont son ex-femme, Gina Malone, qui avait demandé le divorce après son arrestation. Elle a témoigné qu'elle avait vu son ex-mari demander à sa mère de mentir. Pouvons-nous dire que papa l'a fait ? C'était plus facile, bien sûr, d'accuser un mort qui ne pouvait pas se défendre. Bien sûr, la mère de Tim a été choquée par sa demande et n'a pas voulu accuser son défunt mari. Elle affirmait également qu'elle n'était pas avec Tim le jour où Mandy s'est faite tuer, qu'elle avait menti, parce qu'en fait, elle avait tellement peur de son mari qu'elle avait accepté d'être son alibi, disant que ce jour-là, elle était avec lui et que du coup, par conséquent, il ne pouvait pas être le meurtrier. Si elle avait avoir menti, c'est parce que maintenant qu'elle avait réussi à divorcer de Tim et qu'elle se sentait en sécurité, elle était enfin prête à dire la vérité. Une autre personne est venue témoigner à la barre et ce n'est autre que son propre frère, Tom. Il a témoigné sur le fait que son frère, donc Tim, lui avait affirmé que les policiers mentaient, que tout le monde était là pour l'avoir. Il a raconté que lorsque les policiers avaient interrogé Tim et lui avaient demandé de fournir son ADN, Tim s'est directement rendu chez son frère pour lui dire que les policiers en avaient après lui et que la raison pour laquelle il était si inquiet, c'est parce qu'il avait couché avec Mandy. Donc Tom, il avait été choqué de cette nouvelle. Tim avait même demandé à Tom de prétendre avoir aussi couché avec elle pour la faire passer pour une fille facile. Il avait rajouté « J'ai besoin d'un alibi solide ou j'irai en prison ». Puis il s'est ensuite tourné vers sa mère en disant « Maman, peut-être que tu peux dire que nous faisions des achats de Noël. Tom, fais ce que tu peux ». Le procès a duré environ 2 semaines avant d'avoir la délibération. C'était un procès devant un jury et le problème dans ce genre de procès, c'est que tous les jurés doivent être d'accord à l'unanimité sur la décision finale. Et c'était justement la peur de Mary Stavik, la mère de Mandy. Parce qu'en gros, par exemple, s'il y a 4 jurés et que 3 d'entre eux disent coupable et le 4e innocent, alors faut tout recommencer. Après, un procès devant jury, ça permet aussi d'avoir un verdict plus légitime et équitable. Mais bon, après des heures de délibération, le 24 mai 2019, le greffier du tribunal annonce le verdict. Nous, le jury, déclarons l'accusé Timothy Forrest Bass coupable de meurtre au premier degré. Il a fallu entendre 1 mois et demi plus tard pour connaître sa condamnation. Avant ça, des membres de chaque famille respective ont pris la parole. Pour commencer, Mike Brighton, donc le mari de Mary Stavik, donc le beau-père de Mandy, parce que justement la maman et la sœur de Mandy ne se sentaient pas capables de parler. Donc il a dit « Ma famille ne guérira jamais, ne sera jamais normale. Timothy Forrest Bass ne doit jamais être autorisé à marcher sur cette terre en tant qu'individu libre. Jamais. Jamais. Puis c'était au tour de Sandra Bass, donc la maman de Tim, qui a affirmé qu'il ne lui avait jamais demandé de faire porter le chapeau à son père, comme l'avait déclaré Gina Malone, l'ex-compagne. C'est totalement faux, etc. Je sais que mon fils n'est pas coupable de ce crime. Maintenant, le principal protagoniste, donc Tim, dans cette affaire a parlé pour la première fois au tribunal. Je voudrais dire tout d'abord que je suis 100% innocent de ce crime. De plus, je ne crois pas avoir bénéficié d'un procès équitable.
Cela dit, l'homme meilleur en moi me dit que je devrais dire très peu de choses aujourd'hui et consacrer cette journée à la famille Stavik. Place à la condamnation. Timothy Forrest Bass a été condamné à 27 ans de prison, échappant à la prison à perpétuité car la préméditation n'a pas pu être prouvée. Tim pourrait être admissible à la libération conditionnelle après 24 ans de prison. Il purge actuellement sa peine de prison à Airway Heights Correction Center. Après cette affaire, une bourse d'études a été créée au nom de Mandy Stavik à Mount Baker Heights, donc l'école que tout le monde a fréquentée, et Molly Stavik a voulu rendre hommage à sa sœur en nommant sa fille Mandy. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air s'il vous plaît pour le soutien et dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous mets également mes réseaux sociaux qui sont sur cet écran-là, mais également en description. Et je vous mets 2 autres de mes vidéos si vous ne savez pas quoi regarder après celle-ci. Moi, je vous dis à une prochaine pour une nouvelle affaire criminelle. Ciao!